Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Et je peux pas vous dire laquelle j'ai traversé en courant. Et lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Et à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ici, des bruits ont couru, ben il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Je dis, pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où court-il? Il me dit, à la banque, le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant gagner d'autres. Je lui dis, le reste du temps, il me dit, ils courent faire leurs courses au marché. Je dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais il me dit, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. J'ai dit, c'est bien faire leur marché en marchant, tout en restant fou. Ah, il me dit, on voit bien que vous les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Eh ben, j'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Eh ben, j'ai dit, pourtant, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Ben, j'ai dit, non, il n'a pas l'air d'être suivi. Ah ben, il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. J'ai dit, vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Ah, il me dit, oui, moi, j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Je lui dis, où courez-vous, là? Il me dit, je cours à la banque. Je dis, pour y déposer votre argent. Il me dit, non, pour le retirer, moi, je suis pas fou. Alors, je lui dis, alors, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Mais il me dit, parce que j'y gagne de l'argent fou, c'est moi le banquier. Dès que j'ai eu l'âge de raison, j'ai pris du plaisir à distraire les gens. C'est difficile à expliquer, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, je racontais des histoires. Mais je me souviens qu'au collège, pendant les récréations, je montais sur le perron et je racontais des histoires. Comme ça, je ne sais pas, j'avais 5-6 ans. Mais très vite, j'ai eu cette espèce de plaisir énorme à distraire les gens, à entendre les gens rire. Parce que je trouve, enfin ça, bon, après, maintenant, j'en ai une explication. Mais à l'époque, c'était instinctif. Mesdames, messieurs, ça, c'est moi. Enfin, c'est moi. Maintenant que je l'ai dit, il faut le prouver, hein. Parce que c'est ça ou... Bon, allons-y. Alors, c'est tourneur d'assiette ou alors c'est tourneur chez Renault. C'est l'heure du choix. Allons-y. La première est toujours sacrifiée. J'ai bien peur que tout le service le soit. Où est ma casquette? Ah, j'ai pas ma casquette. Ah si, elle est là. Demain, c'est l'usine. C'est la machine! 8 heures devant la machine à remplacer le robot défaillant. Je suis gaucher. Hein? Mais je suis gaucher, alors je suis à droite de la main gauche, mais je suis gauche de la main droite. Au boulot. Passez-moi ma boîte à outils, s'il vous plaît, monsieur. Donnez-moi ma carte, que j'aille pointer mon marteau, ma faucille. Ça fait 2 mois que je répète, tous les matins. Pourquoi je n'arrive pas à la faire tourner, cette assiette? Ah, ça y est.
Voilà un sketch qui a une signification, pour moi, une très grande signification. C'est que je me suis toujours trouvé, en tout cas souvent, en situation de choisir, de dire alors ouvrier chez Renault ou bien artiste de variété. Si pour gagner sa vie, il fallait être ouvrier chez Renault. Si je voulais continuer de rêver, il fallait que je prenne l'autre côté de la valise. Hein, l'incertitude, l'artiste. Il n'y a pas de brevet. Un artiste n'a pas de diplôme. Tout le monde peut se dire artiste. L'artiste peintre. Je suis artiste peintre. Il fait de la peinture. Quelquefois, personne n'a jamais vu la peinture de ce monsieur, alors qu'il prétend être peintre. Il prend le risque d'être un artiste. Une cruche. Plus compliqué, une cafetière. Une théière. Une théière, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Mais vous avez raison de le souligner, parce que l'inverse est valable, parce que vous savez qu'il y a des gens qui s'identifient aux objets. Non, écoutez, je peux vous en parler, parce que il m'est arrivé une aventure assez singulière, assez étrange même. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, une nuit comme ça, je dormais pas, j'attendais un coup de fil de l'objet de mes désirs, qui refusait obstinément de devenir ma chose. Et c'était entiché d'un autre objet. Une armoire à glace. Enfin, je ne dormais pas. Et tout d'un coup, j'entends des bruits curieux comme ça. C'était les pieds de la table qui craquaient. Entre parenthèses, c'est une table qui m'avait été offerte par l'objet de mes désirs, celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. C'est pour vous dire qu'il y a une relation entre la chose et l'objet. Bref, les pieds de cette table craquaient. J'avais beau me dire que c'était le bois qui travaillait, tout de même, à 2 heures du matin, c'est pas une heure pour travailler le bois. Et la question s'est posée à mon esprit, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Ce fameux vers de Lamartine que chacun connaît, n'est-ce pas? Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Ce sont des vers de 12 pieds. Et je me suis dit que pour répondre honnêtement à la question, n'est-ce pas, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Le seul moyen était de devenir objet moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu un peigne. Pourquoi un peigne? Parce que c'est la première chose qui me soit passée par la tête. Donc une nuit, pendant mon sommeil, je retirais de ma poitrine une côte première. Écoutez, à ceux qui trouveraient ce récit extravagant, je répondrai que des côtes retirées, on en a vu d'autres. Il y a eu des précédents. C'est tout de même à partir de la côte d'Adam que Dieu créa la femme, et moi c'est à partir d'une de mes côtes que j'ai créé un peigne. C'est aussi simple que ça. Non, c'est difficile à admettre, je sais que c'est difficile, je sais. Hein, moi-même, à mon réveil, quand je me suis vu, moi, homme, bien en chair, à côté de moi, peigne, tout en os. Ah, j'ai douté, j'ai même eu recours à la radioscopie, je suis allé voir Chancel. Tout de suite, il m'a dit, mais il vous manque une côte de veau. Il m'a dit, vous avez eu un accident? J'ai dit, non, Jacques, c'est une naissance, sans préciser qu'il s'agissait de celle d'un objet. Alors, en sortant de la radioscopie, je suis allé présenter mes hommages à celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. Elle me reçoit en peignoir. Elle me dit, quel est l'objet de votre visite? J'ai failli lui répondre, je suis venu pour la chose. J'ai rectifié aussitôt, j'ai dit, je suis venu pour vous, cher objet, de qui j'ai attendu toute la nuit un coup de fil qui n'est pas venu. Elle me dit, non, en ce moment, ma ligne est en dérangement, tout ça. Elle me dit, excusez-moi, je suis tout ébouriffé. Elle ouvre son sac et elle dit, tiens, j'ai perdu mon peigne. Vous voyez la relation? Objet, objet. Je lui passe le mien. Et tandis qu'elle se coiffait, j'éprouvais une sensation curieuse. C'est comme si je lui passais la main dans les cheveux. Et elle me dit, il y a chez vous quelque chose qui m'échappe. Et dans le même temps, le peigne est tombé. J'ai simplement ressenti une vibration dans les dents parce que chez le peigne, ce sont toujours les dents qui prennent. Vous voyez la relation homme-objet, là. Alors j'ai ramassé mon peigne, je l'ai glissé dans son sac et je suis rentré chez moi. Quelle nuit j'ai passé en tant que peigne au fond de ce sac de femme.
de votre sac. Quel fouillis. Charmant, au demeurant charmant. L'intérieur d'un sac de femme. Les parois de satin rose, le petit mouchoir de dentelle teinté de rouge à lèvres, le fume-cigarette, le cliquetis des clés, le poudrier, la houppette. Oh, la houppette. On va pas s'étendre sur la houppette, mais la houppette. J'ai vécu au fond de ce sac de femme les heures les plus éblouissantes de mon existence, de peigne. Le lendemain, on sonne, c'était l'objet de mes désirs, qui me dit, je viens vous rapporter le peigne que vous avez oublié dans mon sac. Elle l'ouvre. Les parfums de la nuit. J'ai dit non, gardez-moi encore près de vous. J'étais si bien à l'intérieur de votre sac. Elle me dit, que faisiez-vous à l'intérieur de mon sac? Je lui dis, j'attendais de votre part un coup de peigne qui n'est pas venu. Elle me dit, vous vous portez bien, vous, en ce moment? Oui, j'ai dit, et vous? Elle me dit, moi, pas mal. Sauf que depuis quelque temps, la nuit, j'ai les pieds qui craquent. J'ai repensé à la table. J'ai dit, c'est rien, c'est le bois qui travaille. Qu'est-ce que j'avais dit là? Elle me dit, mais je ne suis pas de bois. Elle a sorti mon peigne de son sac et clac. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine. La colère est montée. J'ai saisi la table par les pieds. Je l'ai prise en bras le corps. Elle me dit, oh, est-ce que c'est bon quand tu me prends? Vous voyez la relation femme-objet, là? J'ai eu juste le temps de déposer la table et de recevoir l'objet de mes désirs qui m'est tombé dans les bras inanimé. Et c'est ainsi qu'elle est devenue ma chose. Mais les choses n'étant que ce qu'elles sont, depuis que mes désirs sont sans objet, la nuit, lorsque je sens que le moral va craquer, je fais tourner la table. Et j'interroge, objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer, un coup pour oui, deux coups pour non? Et la réponse vient d'un seul coup, c'est un oui franc et massif. Ce qui m'intéresse, c'est des situations étranges. Parce que c'est, si vous voulez détendre les gens, si vous voulez sortir du quotidien, il faut leur donner des choses étranges. Il ne faut pas leur donner des choses qu'ils vivent tous les jours. Il faut dire qu'il faut passer à travers un mur, il faut dire un moment. Ou bien je cherchais une adresse, c'était le 30, et puis je vois qu'il y avait le 28, et je vais un peu plus loin, et puis il y avait le 32. Je dis, tiens, où est le 30? Tout de suite, ça devient intéressant. Parce qu'on a sauté un numéro. Pourquoi? Voilà. C'est ça il y a une porte ouverte quelque part. Par exemple, en tournée dans un casino, enfin à côté d'un casino, j'avais trouvé un petit hôtel comme ça. Et puis, il y avait tellement de vent que j'ai pas fermé l'œil. La nuit. Alors au petit jour, j'ai fait la valise et puis je suis allé voir le patron de l'hôtel. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que votre hôtel? Il y a le voisin d'à côté, il n'a pas arrêté de siffler de la nuit. Il dit, monsieur, c'est pas le voisin, c'est le vent. Je lui dis, mais les portes qui claquent, tout ça, il me dit, c'est le vent. Ben, je lui dis, c'est pas le vent qui fait tout ce vacarme. Il me dit, si, chaque fois qu'il y a un coup de vent, il y a un élément de la maison qui s'en va. Je lui dis, vous le remplacez? Il me dit, pensez, ça coûterait trop cher. Il me dit, un pan de mur, à l'heure actuelle, ça va chercher plusieurs milliers de francs. Je lui dis, léger? Il me dit, non, lourd, léger, pensez avec le vent qui fait. Alors je lui dis, ça doit vous faire des chambres en moins. Il dit, oui, j'ai débuté ici avec 100 chambres, il m'en reste 8. Alors je lui dis, les clients ne doivent pas rester. Il me dit, non, un coup de vent et il y a un client qui s'en va. Il dit, je perds en moyenne 2 clients par nuit. Je lui dis, ils disent rien. Il me dit, non, ils sont soufflés. Il dit, d'ailleurs, vous êtes le premier client à prendre la porte, tous les autres sont sortis par la fenêtre. Alors je lui dis, mais quand ils sortent par la fenêtre comme ça, alors ils vous paient pas? Il me dit, non, c'est du vol. Je lui dis, vous les poursuivez pas? Il me dit, les poursuivre avec le vent qui fait, ça mènerait trop loin. Je lui dis, il n'y en a pas qui reviennent. Il me dit, si, quelquefois, quand le vent tourne. Bon, ce sont des clients de passage. Comme l'histoire, par exemple. Non, dire comment les choses viennent, c'est... Évidemment, il y a tout. Par exemple, l'histoire de la valise, l'homme qui fait la valise.
Eh bien, un jour, et c'est vrai ça, c'est comme ça que l'idée m'est venue, je devais prendre le train. Et j'attendais le train et j'étais assis sur ma valise. Le train est arrivé, il devait rester 5 ou 6 minutes en gare. Je prends ma valise, je la mets dans le compartiment, et comme j'avais un peu de temps, je ressors, j'achète un journal et je me mets à le lire sur le quai. Et puis tout d'un coup, le train s'est mis en mouvement, et j'ai eu, au dernier moment, je me suis dit, mais il faut que je prenne ce train, ma valise est déjà à l'intérieur. Et je me suis imaginé le voyage de cette valise sans propriétaire. Alors, j'ai imaginé l'histoire c'est-à-dire que je dis qu'il y a des gens bizarres dans les trains et dans les gares, parce qu'un jour, comme ça, je monte dans le train, je rentre dans le compartiment, je vais pour mettre ma valise dans le filet, il y avait déjà quelqu'un. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, j'attends. Je lui dis, qu'est-ce que vous attendez? Ben, il me dit, j'attends qu'on vienne me retirer. Je lui dis, qui êtes-vous? Il me dit, je suis une valise. Je lui dis, vous vous portez bien, vous, monsieur? Il dit, je me porte comme une valise, j'ai des hauts et des bas. Je dis, mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes une valise? Il me dit, vous voyez bien mon côté cadre, j'arrive pas à me recycler. Mais je lui dis, avant d'être une valise, vous étiez bien quelqu'un? Il me dit, oui, j'étais un voyageur sans bagage. Je dis, alors, le jour où j'en ai eu assez, j'ai fait la valise. Je lui dis, quel jour? Il me dit, le jour où ma femme a fait la malle. Alors je lui dis, vous avez encore de la famille? Monsieur, il me dit, j'ai une petite sœur. Alors je lui dis, je pourrais peut-être la prévenir qu'elle vienne vous chercher. Il me dit, pensez-vous, elle n'est pas assez grande, c'est une toute petite valise, il faut la tenir par la main. Je lui dis, qu'est-ce que vous trimballez, mon pauvre? Il me dit, que des effets personnels. Je dis, écoutez, monsieur, je dis, vous ne pouvez pas être une valise, c'est pas possible. Il me dit, pourquoi? Et je lui dis, parce que vous n'avez pas d'étiquette. Et il m'a répondu, quel ballot je fais. Il faut raconter une histoire qui tienne debout, comme un conteur raconte qu'il est allé à tel endroit et qu'il a vu ceci et cela. Et en même temps, il faut déclencher des rires. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'angle comique. Alors ça, hein, j'allais presque dire c'est un don. Le rire, c'est quand même une chose instinctive. Il faut quand même savoir ça. Hein. C'est qu'on ne fabrique pas le rire, il faut déclencher quelque chose d'instinctif. On sent tout de suite qu'il y a un problème. Un jour, j'étais en train de tailler un morceau de bois. Bon. Il y a mon pianiste qui vient, il me dit, voulez-vous me passer ce bout de bois? Bon. Alors je lui dis, lequel des deux bouts? Alors, il dit, comment? Il me dit, il n'y a qu'un bout de bois. Je dis, parce que vous vous exprimez mal. Parce qu'un bois, ça a deux bouts. Bon. Alors il ne faudrait pas dire le bout de bois, mais les deux bouts d'un bois. Alors lui, les deux bouts d'un bois, il dit d'abord, ça sonne curieux, on entend les deux bouts d'un, comme ça. Alors on ne sait pas s'il s'agit de bout de bois ou de bout de boudin. Mais enfin, soyons sérieux. S'il s'agissait de bout de boudin, on dirait les deux bouts d'un boudin. On dirait pas les deux bouts d'un bois. Bon, enfin. Alors il me dit, j'ai toujours appelé un bout de bois. Il me dit, passez-moi ce bout de bois. Alors je lui passe le bout de bois, il prend le bout, il tire dessus, il me dit, lâchez l'autre bout. Je dis, vous voyez bien qu'il y a deux bouts. Vous vous souvenez de ça? Bon. Alors il me dit, bon, puisqu'il y a deux bouts, alors il casse le bout de bois en deux, il me dit, gardez ce bout-ci, moi je garde ce bout-là, ça nous fera chacun un bout. Sinon, ça nous fait encore chacun deux bouts. Vous avez compris ça? Si vous coupez deux bouts de bois en deux, il y a toujours deux bouts à chaque bout. Vous la coupez un petit bout, il y a toujours un bout à chaque bout du bout. C'est-à-dire que vous avez deux bouts par bout. Vous comprenez? Enfin, d'ailleurs, vous ne pouvez pas supprimer le bout d'un bout. Ou alors il faut supprimer le bout entier. Bon, écoutez, regardez. Prenons un bout de truc. Bon. Un bout de truc. Bon, vous coupez le bout du truc. Eh bien, il reste un bout au bout du truc. Bon, prenons un bout de machin, c'est le truc qui vous gêne. Non, si ça vous gêne, moi, ça m'est égal, on prend un bout de machin. Pour moi, c'est pareil. Alors, bon, prenons un bout de machin. Prenez un bout de machin, vous coupez le bout du machin, et il reste un bout au bout du machin. Vous pouvez prendre mon raisonnement par tous les bouts, il se tient. Bon, prenons un bout de fil de téléphone. Vous coupez le bout, il y a encore quelqu'un au bout du fil. Je sais plus quoi dire. Mais c'est simple. Écoutez, il n'y a même pas besoin de texte. C'est un visuel, finalement. Regardez. Voilà, regardez bien. Vous prenez un bout quelconque. On va mieux dire, c'est un bout quelconque. Bon, je coupe le bout. Zim. Bon, vous avez un bout avec deux bouts. Là, qui tombe là. Ici, vous avez un bout. Et normalement, vous avez un autre bout là. Bon.
Vous comprenez? Je recommence. Je coupe le bout. Vous avez un bout avec deux bouts ici. Ici, vous avez un bout. Puis normalement, un autre bout, là, ça fait deux bouts. À chaque bout, j'en ai marre d'être debout. Je peux rester comme la main. Il est assis, il attend. Ventura et Chancel, ils ont compris. Bon, regardez. Allez vous asseoir là, vous allez mieux comprendre. Attention à mon fils. Voilà. Vous pouvez parler entre vous si vous voulez. Hein. Là, un bout. Je coupe le bout là. Vous avez un bout avec deux bouts ici qui tombe là. Là, vous avez un bout et normalement, il y a un autre bout là. Ça fait deux bouts à chaque bout. Bon. Vous avez compris là? Ah bah oui, bon. Ben, expliquez-moi. Bon alors, vous avez un bout là, vous coupez le bout. Vous avez un bout avec deux bouts là, un bout là et un bout là. Vous avez compris? Vous pouvez continuer de parler entre vous. Bon alors, vous avez un bout là, vous coupez le bout. Vous avez un bout avec deux bouts et un bout là et un bout là. Ben, vous avez triché. Oh. Parce que le bout qui est là, c'est le mien. Pendant 2 ans, j'ai appris le mime. Exactement comme Marceau l'a appris. Marceau en a fait son art, son métier, son art. Et évidemment, j'étais avec le maître de cour. Et un jour, c'est pour vous dire qu'à chaque fois, on me remettait à ma place. Dieu merci. C'est qu'un jour, monsieur de cour, au cours d'une improvisation, je faisais un monsieur qui fait du vélo, enfin, je pédalais, il a arrêté le cours en disant « Regardez de Vos ». Parce que j'ai assez fort dans l'improvisation. J'avais quelques idées. Et il a conclu en disant « Quel dommage que ce ne soit pas un mime ». Et il avait raison, je n'étais pas un mime. J'apprenais le mime, j'aimais le mime, mais je n'étais pas un mime. Je ne sais pas si j'ai eu raison de me prêter à ce jeu-là, parce que de toute façon, on ne sait pas qui a tort, qui a raison, c'est très difficile de savoir qui a tort, qui a raison. Parce que moi, avant longtemps, j'ai donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçu que t'as tout à fait. J'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Bah, tort me donnait raison. C'est tort qu'il y avait le tort, le droit, qu'il y avait raison. Ça veut dire que moi, qu'est-ce qu'ils ont tort? Remarquez, il m'arrive aussi de donner tort à des gens qui ont tort. Mais là, c'est pas une raison. Je sais pas pourquoi je ris, j'ai aucun motif. Je me demande si j'ai toute ma tête à moi. C'est quand même mal tenté. Ben, vous savez, quand on arrive ici, j'ai eu un mal de chien parce que, par exemple, le feu était au rouge, il n'y avait pas de voiture, alors hop, je passe. Seulement, il y avait un agent. Bon. Et alors, il me siffle, il m'arrête, il me dit, vous êtes passé au rouge. Ben, je dis, oui, il n'y avait pas de voiture. Alors, il me dit, c'est pas une raison. Je dis, si. Quelquefois, le feu est au vert, il y a des voitures, je ne peux pas passer. Alors, il est devenu tout rouge. Il dit, vous avez mis un en feu. Alors, il est devenu tout vert, alors je ne suis pas fait. Quand on salue, qu'est-ce qui salue? Parce que j'avais un professeur de guitare, c'était un musicien extraordinaire, c'était ce qu'on appelait jadis un maître. Ah, tu lui dois tout, je n'ai jamais payé. Bon. Et il jouait merveilleusement de la guitare, il jouait en duo avec sa femme, et ils s'entendaient pas très bien tous les deux, faut dire, ben ça arrive, hein, les ménages qui s'entendent pas, les ménages d'artistes aussi. Et en coulisses, ça s'entendait qu'ils s'entendaient pas. Alors on entendait, oh, non, on recommence par ici, je m'en... Messieurs, dames, c'est à vous. Ma femme. Alors elle. Lui. Elle.
Allez, viens. J'ai toujours pris un plaisir fou à apprendre quelque chose. Les instruments de musique, c'est caractéristique parce qu'il y a une méthode. Alors quand on veut jouer d'un instrument et que on n'a pas assez d'argent pour s'offrir un professeur, hein, alors qu'est-ce qu'on fait? On achète une méthode, on regarde comment c'est fait, on suit les indications, et puis c'est pour ça qu'on reste des amateurs toujours. Hein. Puis en plus, j'ai appris tout ça très tard. Bon, enfin, bon, la question n'est pas là. Mais la question est que ce plaisir-là est fabuleux. Tenez, mesdames, messieurs, je vais vous jouer de mon ami Jean Constantin. Mon manège à moi, c'est toi. Non, je mets ça parce que comme je confonds les noirs et les blanches... Comme la première fois que j'ai posé les mains sur un clavier, je savais pas où je mettais les pieds, j'avais fait la même chose avec les... Oh, ça va. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Où sont les autres musiciens? Quel musicien? Eh ben, le clarinettiste, le trombone, le violoniste, l'accordéoniste, où sont-ils? Oh, ben, il n'y a pas d'autres musiciens, ils sont pas là. Habituellement, avec son scène, c'est 120 musiciens. Ah oui. Il n'y a pas Karajan. Ils font des économies, oui. Et où est le pianiste? Ah, le pianiste, c'est moi. Alors, je vais pas continuer à accompagner au piano mon pianiste. Bon, et qui va faire les cuivres? Les cuivres, c'est moi qui vais les faire. Ah bon? Déjà que chez moi, c'est moi qui les fais, je vois pas pourquoi je les ferais pas. Ça va pas être brillant, hein? Non, non, mais c'est comme ça. Vous faites rire ces gens, c'est tout. Oui, oui. Ah, attention. Sol. Non seulement je fais les cuivres, mais je fais les sols. Mesdames, messieurs, je vais vous chanter une chanson politique. Parce que quelquefois on me dit, monsieur, pourquoi ne faites-vous pas de politique? C'est vrai, je suis aussi bête qu'un autre. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnière. Elle avait disparu le pavé de ma rue. Vous pouvez vous accompagner avec l'instrument de l'alternance par excellence. Si vous appuyez à gauche, ça souffle à droite. Et si vous appuyez à droite, ça siffle à gauche. Et à l'intérieur, c'est du vent. Nous en avons plein d'eau, plein de sacs, plein de fonds, des oignons, plein de fonds, des gamelles et des bidons. Les refrains de Paris avaient pris maquis, les forains, l'Orphéon, la chanson de Maquis.
Mesdames et messieurs, je vais vous jouer sur mes vers la truite de Schubert. Chef. Excusez-moi. La truite de Schubert, chef. Ah, il est trop bas par rapport à l'autre. La troupe de Schubert. Oh, qu'est-ce qui va bien mieux? On s'y va. Mille. J'en ai trop mis là. Là, ça va. Salam, mesdames, messieurs. Je vous dois, qu'est-ce que je dois là? Une explication. Hein? Une explication. L'explication. Je vous dois une explication, mesdames et messieurs. Hein? Une explication à propos de mon matériel défectueux. Passez-le, venez le radar. Parce que le matériel que vous le voyez ici, normalement, il est entreposé en coulisses, que vous voyez la coulisse là-bas, c'est la coulisse là. Hein? Et en coulisses là, il y a le pompier de service qui tire. Quand je suis arrivé ici, il me dit, monsieur, le feu s'est éteint. J'ai dit, c'est éteint quoi? Il me dit, c'est éteint feu. Ah, vous savez ce qu'il fait le malheureux pompier? Non. Il prélève dans chaque verre. Canada. Une certaine quantité d'alcool, alors ça se voit pas, mais ça s'entend à l'œil nu. Manifestement, tout ça est trop bon à lui, n'est-ce pas, chef? Si vous le permettez, je vais rehausser le tout d'une tournée générale. Oh, le gâchis. À propos de gâchis, mesdames, messieurs, je vais vous faire un discours électoral au cas où vous seriez en manque. Tout d'abord, mesdames, messieurs, je dois vous dire que je me suis fait tout seul et que je me suis raté. Pas de beaucoup, hein? J'ai d'autant plus de mérite à l'avouer que ça ne se voit pas tellement, encore que personne ne m'ait jamais dit que vous vous êtes réussi. Hein? Mais tout au début, tandis que je voyais bien que je me faisais mal. Mais comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient « c'est bien fait ». J'ai continué de me faire mal en croyant bien faire. Hein? Et quand j'ai vu la tournure que prenaient les choses, j'ai arrêté les frais. Et je suis essayé dans l'état où vous me voyez. Alors, on a dit, non seulement il est raté, mais en plus, il n'est pas fini. Hein? Je préfère ne pas être fini. Je préfère, parce que l'homme fini, il est fini. Qu'est-ce qu'on dit d'un homme fini? C'est un homme fini. Tandis que moi, je suis inachevé. Comme la symphonie de Schubert dont je vais vous jouer la truite. Roman. Alors, chef, cette truite, elle vient. Ah, ça, c'est... Je le chante. Pour moi, je le chante aussi un peu. J'ai toujours une chanson de Brassens dans mon tour. De tout temps. Vous savez ce que disait Georges? Il disait, j'assiste à deux générales, celle de Devaux, c'est la mienne. Grand honneur. Et un jour, dans une émission de Grand Échiquier, je ne sais pas comment c'est venu, mais on m'a demandé de participer. J'ai dit, tiens, je vais chanter une chanson de Georges. Je me suis offert ce luxe, ce plaisir. Et j'ai chanté, il fallait quand même être inconscient. Je me suis mis à chanter en m'accompagnant au piano dans l'eau de la Clairefontaine. Dans l'eau de la Clairefontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des morceaux de feuilles de
t'es pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un cotillon lui fit. La belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénu, car la fontaine, souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent, qu'il fit du vent. Vous savez, un jour, j'étais en train d'enfoncer un clou dans le mur, comme ça. Il y a un type qui passe, il me dit « Pourquoi vous enfoncez ce clou ?» Je lui dis « Moi, j'ai pas d'explication à vous donner, j'enfonce un clou, j'enfonce un clou. » Il me dit « Moi, j'aime bien savoir pourquoi. » J'ai dit « Mais j'ai pas à vous dire pourquoi j'enfonce un clou. Moi, j'enfonce un clou, j'enfonce un clou. Ah, puis je continue d'enfoncer mon clou. » Ah, le type sort une tenaille, il arrache le clou. Alors j'ai dit « Pourquoi vous arrachez mon clou ?» Il dit « J'ai pas d'explication à vous donner. » Et je voudrais bien savoir pourquoi vous arrachez mon clou. Il me dit, j'ai pas à vous dire pourquoi j'arrache. Il est fou, ce type. Hein. Non, mais il est fou, ce type. C'est pas une histoire insensée, ça. C'est quoi? Hein? Je suis en train d'enfoncer un clou dans le mur, un type arrive avec une tenaille, il arrache le clou. Et alors? Hein? Et où on va? Bon, parlons plus de ça. Allez, on parle plus de ça, c'est fini, on va pas faire une histoire de ça. Allez, oubliez cette histoire de clou, c'est fini. Allez, ça c'est une scie. Une scie que j'ai achetée à un monsieur qui sciait sa femme en deux dans les foires. Il enfermait sa moitié dans une caisse. Il sciait la caisse en deux et la moitié de sa femme tombait dans la sueur. Et un jour, sa moitié est partie avec la caisse. Alors il m'a vendu la scie. C'était le clou de son numéro. J'ai quand même enfoncé un clou sans être obligé de dire pourquoi j'ai enfoncé un clou. Et alors? Parce que si vous voulez arracher un clou, il avait qu'à commencer par en planter un. Oui. Et il plantait son clou, et après, avec cette taille, il arrachait son clou. Mais il n'avait pas arraché mon clou, moi, c'est tout. Non, mais c'est tout. Quand même assez grand pour arracher un clou, c'est gentil, là. J'ai un clou, c'est tout. Ça revient, hein? Ah, c'est terrible, c'est sûr, c'est une défi. Allez, on parle plus de ça, c'est fini. Oublie ça, c'est pas la question du clou, hein. Ah, non, les clous, j'en ai, c'est pas ça. Mais celui-là, j'y tenais. C'est un clou que j'avais ramassé comme ça, vous savez, tout rouillé, tout tordu. Et je l'avais redressé de mes propres mains. Et alors après, je pouvais lui taper sur la tête comme un forcené. Il ne déviait pas d'un pouce, il s'enfonçait raide dans le mur. Là. Alors, évidemment, chaque fois que je devais enfoncer un clou, j'enfonçais celui-là. Ah ben, j'ai toujours enfoncé le même clou. Non, pas à la même place. Le même. Peut-être qu'à force d'enfoncer le même clou, on finit par s'y accrocher. Mais un type qui arrive avec une tenaille, puis qu'il arrache le clou, enfin, quoi, sans me dire pourquoi encore, non, parce que si encore il m'avait dit pourquoi, moi j'aurais bien dit pourquoi je le plantais, finalement, le clou. Si seulement je m'en souvenais. Parce qu'il y a longtemps de ça. Ça fait quand même 25 ans de cette histoire. 25 ans. Non, je ne veux plus pour ça. Je deviendrai marteau. Bon, ça fait rien. Écoutez, je vais vous jouer. Je vais vous scier un tube. Enfin, je vais vous jouer une scie, après, je sais pas. Voilà. J'ai jamais plus enfoncé de tout depuis, c'est fini. On m'a proposé quelquefois que j'ai eu des occasions. Le voisin qui va jouer, comme ça, il me dit, les gens, vous avez un clou à enfoncer chez moi, si vous voulez venir enfoncer le clou. J'ai dit non, je veux pas enfoncer le clou.
Alors, dire, comme il était un peu surpris, il dit, pourquoi vous voulez pas enfoncer vos chevaux? Puis il dit, monsieur, je vais pas vous enfoncer vos chevaux. Oh, Dieu, putain, un peu mûri. Ah, il a un peu mûri, il dit, enfin, pourquoi pas? Moi, j'ai dit, je veux pas enfoncer. Mais il dit, après, je comprends pas qu'ainsi comme vous, va pas enfoncer. J'ai dit, moi, je m'en fous, moi, pour aller à la situation un type pareil. J'ai dit, non, il dit, c'est non, mais j'ai dit, non, je veux pas enfoncer. J'ai dit, non. J'ai dit une vis à la rigueur, parce que... Vous connaissez ça? Mon archer un peu glissé sur la gauche. Le phénomène comique, encore, on y revient toujours. C'est un phénomène essentiellement humain. Donc, ça a une signification, une utilité, c'est à protéger, absolument à protéger. C'est pour ça que, encore là, c'est une anecdote, mais quand j'entends les faux rires dans des émissions, quand on plaque des rires sur des phrases en se disant ça va aider, on fausse tout, dans la mesure où on sait la valeur du rire. Il ne faut pas jouer avec ça. On l'a échappé belle, parce que le rire, comme chacun sait ou ne sait pas d'ailleurs, c'est une énergie, comme ça, une énergie contenue, qui se libère rapidement, et en se libérant, elle fait vibrer les muscles les plus vulnérables, les plus fragiles, qui se trouvent être les zygomatiques. Bon, c'est ce qu'il fait. Bon. Eh bien, supposez que les muscles fessiers... Explique-nous, n'aime pas qu'on parle de ça non plus. Je m'en fous, c'est technique. Supposez que les muscles fessiers, ce qu'on appelle les fessiers, soient plus vulnérables que les zygomatiques, eh ben on rirait comme ça. Non mais est-ce que vous voyez toute une salle qui rit? Désopilant. Je pouffe. Alors, rire aux éclats, je vois pas très bien à quoi ça correspond. Mais... Non mais attention! Ben non mais c'est que nos ancêtres riaient, les ancêtres riaient comme ça, nos ancêtres. L'homme des cavernes. Le rire caverneux, non, pas le rire caverneux. Mais les primitifs, ils riaient comme ça, les primitifs. Non, je n'ai rien contre les primitifs. Ils ont tout inventé. Tout. La pierre taillée. Qu'est-ce qui a taillé la pierre? Un primitif. Qu'est-ce qui a découvert le feu? Un primitif. C'est aussi un type comme ça. J'ai peut-être l'innocent du village. Un jour, il a pris deux pierres, une dans chaque main, aux innocents les mains pleines. Alors, il a frotté une pierre contre l'autre, et ça a tout de suite fait des étincelles. Alors, le chef, quand il a vu ça, parce que le chef est un primitif aussi, chef. Primitif, mais chef. Bon. Tout d'abord, il a vu du feu. Enfin, il a vu que de la fumée, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, il a dit, allez chercher le sorcier. Alors, le sorcier est arrivé, un sacré primitif, le sorcier. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le chef, il a dit, c'est l'innocent. Alors, il a dit, l'innocent, refais devant le sorcier ce que tu nous as fait. Alors, l'innocent, avec ses deux pierres, il a refait une petite flambée. Alors, le sorcier, il a dit, feu de Dieu. Ça sent le roussi. Il a joué avec les amulettes. Il faut le brûler. Alors, le chef, il a dit, avec quoi? Et l'autre innocent, il dit, avec ça. Et il a mis le feu au bûcher qu'on venait de dresser pour lui. Alors autour, les primitifs, laissez-moi vous dire qu'ils se tapaient le derrière par terre. Alors les réflexions, oh ben heureusement qu'il n'a pas inventé la poudre. Parce qu'en plus de le brûler, il aurait fallu le faire sauter. Alors il y en a un qui a dû se taper le derrière plus fort que le autre par terre. Ça lui a durci les fessiers. Les fessiers sont devenus moins vulnérables que les zygomatiques. Le rire lui est monté à la gorge. Et il a fait... Ah! Ah!
Il avait inventé le rire. Attention, attention, attention. Les primitifs, ils ont tout inventé. Ils ont inventé la roue, ils ont inventé l'aiguille, ils ont tout inventé. Et moi, qui suis évolué, si, qu'ai-je inventé? J'en sais tout. Non, mais en tout cas, l'histoire que je viens de vous conter, c'est moi qui l'ai inventée. Je ne fais pas d'actualité. Donc, je suis toujours, vous allez presque dire à la mode. Mais moi, c'est plutôt notre condition. On y revient, simplement. Moi, je parle de la jalousie, je parle de l'ambition, je parle de l'orgueil, je parle... Ça bouge pas. Ça bouge pas. Aujourd'hui, je dis des sketchs, je peux dire en tout cas des sketchs que je disais il y a 30 ans. Peut-être que la société a bougé, mais pas l'homme. Et on dit que le rire est le propre d'homme, c'est faux, parce que moi j'ai un chien, j'ai un chien qui rit. C'est-à-dire, je dois dire, il faut que je vous dise quand même que j'ai un chien, depuis quelque temps il m'inquiète, parce que il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Hein? Non, mais c'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, hein? Mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Quoique. Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, comme ça, que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. J'ai voulu faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main, et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui ne rate jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole. Ça vous étonne, ça vous étonne. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est pas tellement que cette dame m'ait pris pour un chien, tout le monde peut se tromper, mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Alors quoi? Alors les gens ne s'étonnent plus de rien. J'aime bien vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'ai été surpris. C'était un soir, après dîner. J'étais allongé sur le tapis. Je somnolais. C'était pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil. Il regardait la télé. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais, parce que j'ai un frère terrible. Hein. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien me dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. J'ai pas fait attention tout de suite. Moi, j'ai dit, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Ah, il dit, oui, jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Ben, je lui dis, ta pâté non plus, mon Dieu. Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. J'ai dit, tiens, tu n'es qu'une bête, je ne veux pas discuter avec toi. Enfin, quoi, un chien qui parle, est-ce que j'aboie, moi? Quoique. Quoique. Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir, il était allé aux puces. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. Et tout d'un coup, j'entends sonner. Je sais pas ce qui m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer. Mais à aboyer, waouh, waouh, waouh! Ah ben le drame, c'est que mon chien qui avait sonné, qui attendait derrière la porte, il a tout entendu. Ah ben depuis, j'en suis plus le maître. Avant que je lui lançais une pierre, il l'a rapportée. Maintenant, non seulement il la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Ah! Si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends, hein? Je suis devenu sa bête noire. Le chien, c'est quelqu'un, vous savez. C'est dommage qu'il ne soit pas là, d'ailleurs. Il vous aurait raconté tout ça mieux que moi, parce que moi, quand je raconte cette histoire, je sens bien que les gens ne me croient pas. Hein? Alors que lorsque c'est mon chien, oh, ils sont tout oui. Parce que les gens croient n'importe qui. Ce qui
m'intéresse, c'est notre condition. Notre condition. C'est la condition d'homme, c'est le fait, la difficulté de vivre, si vous voulez. C'est les fantasmes, les rêves, les désirs. Les grands thèmes. Oui, mais il n'y a que ça qui est intéressant. Ben si, tant qu'à faire, si on veut divertir les gens, il faut les divertir avec des grandes préoccupations. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mesdames et messieurs, mais il y a des choses dont on n'ose pas parler parce qu'elles sont tellement troublantes, tellement invraisemblables que... Moi, par exemple, il m'arrive des choses... il y a quelque temps, un soir, comme ça, il faisait nuit, il était 2 heures du matin, je ne sais pas quoi. Il y avait un peu de brouillard. Et puis tout d'un coup, j'entends... Fils d'Abraham! Fils d'Abraham! Alors, comme j'étais tout seul, je dis oui. Je dis, qui êtes-vous? Et j'entends une voix qui dit, je suis Jéhovah! Comme il n'y avait pas de témoin. Je dis, je vous écoute. Il dit, tu es bien le fils d'Abraham? Ben, j'ai dit, entre autres. Je ne suis pas le seul. Bah, nous sommes tout un peuple avec le fils d'Abraham. Il me dit, justement, c'est un appel au peuple que je viens de lancer. Je lui dis, pourquoi moi? Il dit, parce qu'on n'a trouvé personne d'autre. Il dit, voilà, alors t'en souviens-t-il? Je voudrais te mettre à l'épreuve comme j'ai mis jadis ton père à l'épreuve. Je dis, le père de Vos? Il dit, non, le père Abraham. Ah, j'ai dit, l'histoire ancienne. Il dit, oui, t'en souviens-t-il? J'avais demandé à Abraham, j'avais promis à Abraham une descendance innombrable, des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, tout un peuple, à condition qu'il me sacrifie son fils. J'ai dit, je sais, et il l'a pas fait. Il me dit, non, parce qu'au dernier moment, ma main a retenu son bras. J'ai dit, vous avez eu un beau geste. Sans ça, je ne serais pas là. Il dit, alors voilà, je te propose le même sacrifice. J'ai dit, vous tombez mal, je n'ai pas d'enfant. Ah, il dit, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Il dit, ça fait rien, alors sacrifie-moi ta femme. J'ai dit, alors d'accord. J'ai dit, il faut que je lui en parle. Alors il me dit, oui, bien que c'est pour la bonne cause. J'ai dit, êtes-vous sûr que ce soit la bonne? Parce que déjà que je l'ai épousé pour le bon motif, or c'était pas le bon. Il me dit, de toute façon, au dernier moment, ma main retiendra ton bras. J'ai dit, vous pouvez me signer un papier? Il me dit, ce qui est écrit est écrit. Alors j'en ai parlé à ma femme. Elle l'a très mal pris. Ouais, tu me mets le couteau sous la gorge. Déjà que je me suis sacrifié pour toi, si en plus il faut que je me coupe en 4 pour ta famille. J'ai dit, enfin, tu te rends compte d'une sacrée promotion? Hein? Moi, un fils de famille, devenir le père du peuple? Et là, elle a compris. Elle dit, d'accord. C'est elle-même qui a armé mon bras. Elle m'a dit, vas-y. Elle m'a dit, tu es sûr que Dieu est derrière toi? J'ai dit, il est là. Je sens son souffle. Elle me dit, alors pourquoi hésites-tu? Je dis, parce que je ne suis pas sûr que sa main soit assez forte pour retenir mon bras. On ne peut pas faire rire avec des choses sensibles, des choses qui touchent, des choses qui évoquent des images tragiques. On ne peut pas. Je ne sais pas si vous croyez à la sorcellerie, hein. Moi, je ne voulais pas y croire, Jacques. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'étais possédé du percepteur. Je suis possédé du percepteur. Il faut le dire, il faut que je le dise. Je suis possédé du percepteur. Envoûté, si vous préférez. Envoûté par mon percepteur. Depuis quelque temps déjà, je le voyais qui rôdait autour de ma maison. Il allait et venait comme ça. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques. Et en fait, il prenait des mesures fiscales. Et puis il disparaissait. Et puis il revenait. Et j'avais observé que chaque fois qu'il revenait, je payais un nouvel impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs en faisant mes comptes que je me suis rendu compte qu'il revenait souvent. Et un soir, je rentre chez moi et je trouve une feuille d'impôt clouée sur ma porte. C'était un premier avertissement. Je veux dire que je ne l'ai pas pris au sérieux. J'étais un peu surpris quand même. J'ai dit, tiens, au lieu de glisser la feuille sous la porte, il la cloue. Ce sont des méthodes modernes. Bon, seulement voilà que le lendemain, j'étais cloué au lit avec une forte fièvre. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux clous? Et quelque temps plus tard, en faisant le tour du propriétaire, je découvre à chaque angle de ma propriété des lettres qui étaient tracées à même le sol. Il y avait un T, un V et un A.
À vol d'oiseau, ça fait TVA. J'étais cerné par la TVA. Vous connaissez le sens secret et fiscal de ces 3 lettres. TVA. Si vous prenez les 2 premières lettres, TV, ça veut dire en clair, as-tu payé la taxe sur la TV? VA, va payer la taxe sur la TV. TA, t'as payé la taxe sur la TV? Ah, alors va la payer. C'est un rappel à l'ordre constant. Même si vous lisez les lettres à l'envers, ça vous rappelle encore quelque chose. TVA, avez-vous payé la taxe sur la TV? Hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la TV. VTV-vous et hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée. On n'en sort pas. Et moi, j'ai manqué de sens civique parce que j'aurais dû me vêtir et me hâter d'aller payer ma taxe sur la valeur ajoutée. Au lieu de quoi, je me suis rendu au siège de la Sécurité sociale pour réclamer une somme importante qui m'était due depuis fort longtemps. Évidemment, on m'a répondu que mon dossier s'était égaré. Il faut dire que ça m'a presque rassuré, je me suis dit enfin quelque chose de prévu. J'avais presque oublié mon percepteur. Seulement voilà que dans la nuit qui a suivi, je suis réveillé en sursaut par un ululement de percepteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit. C'est sinistre, inhumain. Des sous. Des sous. Je me précipite à la fenêtre et je vois sous la lune argentée, car dès que la lune est argentée, mon percepteur rapplique. Je vois mon percepteur qui se livrait à un étrange cérémonial. Il ouvrait les bras, il les fermait, il les rouvrait, il les fermait. Je me dis, il doit chercher à voler. Et voilà que dans le reflet de la vitre, je sens quelque chose qui bougeait comme ça derrière moi. Je me retourne et je vois sur mon bureau ma rente Pinet, une petite rente Pinet que j'avais. Je la vois se plier, se replier, et par un sortilège, se transformer en une cocotte en papier. Laquelle cocotte a pris son envol, et à l'appel du percepteur, elle est allée se poser sur son épaule, comme une chouette. Le percepteur s'en est saisi, il a déplié la cocotte, il a replié ma rente Pinet, il en a fait un petit avion, qu'il a lancé comme ça en l'air, comme on lance un emprunt. Je me dis, c'est un mirage ou quoi? Et le petit avion est venu se reposer sur mon bureau en se dépliant. Moi, j'allais le prendre d'assaut. Mais les Anglais étaient déjà passés par là. Alors, c'était plus la même rente. Il avait changé ma rente Pinet en rente Giscard. Ah, il est fort, il est fort. Il est diablement fort. Pour me défaire de son emprise. Tout essayé, tout. Je suis même allé voir un prêtre. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. J'ai dit, mon père, je suis possédé du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme? Il m'a dit, mon fils, vous m'auriez parlé du démon. J'aurais pu tenter quelque chose, mais contre les puissances de l'argent. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, mon père? Il m'a dit, payez. Payez pour nous. Alors je paye. Et plus je paye mon percepteur, plus il me le fait payer. Il me faiblesse à contribution. Il me taxe sur ma valeur personnelle. Il m'impose sa volonté. Il me tourmente, il me traque. Tout ça parce que j'ai eu la faiblesse de montrer des signes extérieurs de richesse, alors que ma richesse, Jacques, est tout intérieure.
tous les textes que j'ai écrits, ce sont des phrases courtes qui pénètrent et qui déclenchent le rire, qui ont la prétention de déclencher le rire. Et puis il y a le personnage qui joue, hein, qui raconte et qui en même temps réagit à ce qu'il dit. Tout ça, c'est du spectacle. C'est visuel, ça provoque des émotions. Et puis, il y a un autre phénomène. Je crois qu'à la lecture de ces textes qui ont été écrits pour être dits, il y a un phénomène différent, c'est-à-dire qu'on reçoit les choses différemment. Ça a une autre force, ça a un autre pouvoir. Et c'est ça qui fait que je crois que c'est pas inutile de les avoir édités. Et moi j'ai le cœur qui tourne et qui fait des bons. Tu as les yeux bleus et tu es... Avant je jonglais avec 3 boules de 3 kilos. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie. Tu jongles. Et puis j'ai pris une boule sur la tête. Alors évidemment j'ai rectifié le tir, j'ai fait de... Parce que à un moment, je lançais une boule de 3 kilos, comme ça à 3 mètres de hauteur, vous voyez? Et au moment où elle devait me tomber sur la tête, évidemment je faisais ça. Hein, et la boule tombait là. Et un soir, je lance ma boule de 3 kilos à 3 mètres de hauteur. Au moment où elle devait me tomber sur la tête, je fais ça et je la prends dessus. Je me suis tassé de 3 centimètres. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie. Et là, ce ne sont pas des paroles en l'air. Hein. Alors on a dit oui, depuis que De Vos a pris une boule sur la tête, il n'est plus comme avant, il est mieux. Mais c'est vrai, dites-leur que c'est vrai, Jean-Michel, dites-leur. C'est vrai, c'est vrai. Avant j'étais un mécréant, je ne croyais ni à Dieu, ni à diable. Je me permettais de questionner le ciel. Dieu, si tu es là-haut, envoie-moi une preuve de ton existence. Et lui, voilà. Irréfutable. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Quand je me suis retrouvé à genoux, j'ai compris que j'avais la foi. Une foi inébranlable. Parce que même avec Dieu, il ne faut pas tenter le diable. Hein. Alors on a dit, que n'a-t-on pas dit? Oui, si Dieu a lancé une boule sur la tête de Vos, c'est pour qu'on parle de lui. Pas de moi, de Dieu. Hein. Moi, j'en ai pas besoin. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, je l'évite. Hein? Du mot la lévitation. Ben, je m'élève dans les airs, de ça à peu près, comme ça. C'est pas vrai? Tout d'un coup, ha! Alors les gens, pourquoi ne montez-vous pas plus haut? Non, écoutez, parce que non. Si j'arrive à vaincre la pesanteur, je la supprime pas, hein? Hein? Ah ben Dieu merci! Ah ben Dieu merci! Parce que si on supprimait la pesanteur, cette boule, au lieu de tomber comme une pierre, elle s'élèverait dans les airs comme un ballon, et moi avec, je tomberais en haut. Et là-haut, il n'y a pas de fond. C'est l'éternelle chute. Parce que quand on tombe dans un gouffre, il y a un fond. Et on le dit, c'est tout, c'est le fond. On se raccroche à une racine, je sais pas quoi. Ben, mais là-haut, à quoi voulez-vous vous raccrocher? À une nébuleuse? Je tomberai en haut. La chute ascensionnelle. Alors les gens, où est De Vos? En pleine ascension. L'irrésistible ascension de Vos. Que fait-il là-haut? Il tourne autour de sa boule comme un satellite. Il est à son apogée. Quand redescendra-t-il parmi nous? Dieu seul le sait. De Vos superstars. L'inaccessible étoile. Comment? Alors, lorsque je serai devenu invisible, les controverses, s'est-il envolé vers la gloire ou est-il tombé dans l'oubli? Alors les uns, les inconditionnels, De Vos existent, je l'ai rencontré. Les autres, les mécréants, De Vos! Si tu es là-haut, envoie-nous une preuve de ton existence. Alors moi, voilà.
Les gens sont tellement impuissants devant les événements, devant ce qu'on leur dit, ce qui arrive dans le monde. Ils ne comprennent pas. Alors, il y a un moment, il vaut mieux, au lieu d'essayer je ne sais pas, de dire qu'est-ce qui se passe, tout ça, alors qu'on ne saura jamais, on n'est pas dans le secret des dieux, il vaut mieux dire, une gueule, dire, et puis, ça sert à rien, mais au moins je l'ai dit. La situation internationale étant de plus en plus tendue, je vais, si vous le permettez, pousser un cri d'alarme. Ah! Je vous remercie beaucoup, monsieur Darry. Mais ça ne sert à rien, monsieur. Écoutez, ça sert peut-être à rien, mais ça soulage celui qui le pousse. Vous voulez pousser un cri d'alarme avec moi, messieurs, dames? Oui. 1, 2, 3. Ça dérange qui? Ça dérange personne, c'est tout. Parce qu'on pourra pousser des cris d'alarme. Et à propos de pas mal de choses, parce qu'il s'en passe des choses dans le monde, il s'en passe. Vous avez entendu parler de l'antimatière? L'antimatière. Mais les Russes ont découvert l'antimatière. Vous savez ce que c'est que l'antimatière? C'est le contraire de la matière. Ah, c'est difficile à définir. Ah oui, c'est pas facile. Hein? L'antimatière, c'est un trou sans rien autour. Oui, non. Approximativement. On c'était à prévoir, mais parce que chaque chose a son anti, chaque chose a son anti. Alors la matière, l'antimatière. Ben, un exemple simple, un muet, c'est un anti-parlementaire. Voilà, un exemple. Un athée, c'est un anti-moine. Alors qu'un croyant, c'est un antiseptique. Non. Très bon. Enfin, les Arabes du Caire sont antisémites, et les Sémites sont anti-Caire. Non, ça veut rien. Non, c'est pour dire que les crédors, on pourra en pousser, mais on pourra en pousser à propos des choses qui disparaissent et dont personne ne parle. Parce que vous avez des choses qui disparaissent et dont personne ne parle. On en parlait l'autre jour avec un monsieur. C'était un ancien officier, il avait été le bras droit d'un général. Il n'avait plus que le bras gauche. Parce que pendant l'attaque, il avait la main dans la poche, comme ça, et puis un obus a emporté le bras. Et la main est restée dans la poche. Et il me disait ce que la nature est bien faite, ce qu'elle est bien faite. Il me disait, vous ne pouvez pas savoir ce qui est difficile de retirer sa main de sa poche sans son bras. Et le bras a disparu, on n'a jamais su ce qui était devenu. Parce qu'il y a des choses comme ça qui disparaissent. Les zouaves. Eh bien, les zouaves. Avant, nous avions des zouaves. Nous avions des régiments entiers de zouaves. Il y en a plus un. Plus un. Vous pouvez chercher. Et où sont passés nos zouaves? Mais on est en droit de se poser la question, qu'on nous dise la vérité, où sont passés nos zouaves? Ça, non, ça m'intéresse parce que j'ai ma sœur qui était fiancée à un zouave. Et alors elle lui avait promis sa main. Et alors... Et alors, plus de nouvelles du zouave, tout ça. Alors, la main de ma sœur. Alors... Hein? Ça n'intéresse pas les gens, hein? Ça ne les intéresse pas du tout. Je veux dire que la main de ma sœur, les gens s'en foutent comme de leur première culotte. Qu'est-ce qu'elle dit ça, les sans-culottes? Bravo! Bravo, monsieur! Voilà! Mais voilà! Non, mais voilà, encore une chose qui a disparu, les sans-culottes! Hein? Ben, on en a assez parlé, les sans-culottes! Et où sont passés nos sans-culottes? On est en droit de se poser la question, que nous disent la vérité, où sont passés nos sans-culottes? Parce qu'une culotte qui disparaît, bon... Mais sans-culottes! Qui disparaissent comme ça dans la nature sans laisser de traces? C'est douteux! Ça n'intéresse pas les gens. Vous savez pourquoi ça n'intéresse pas les gens? Parce que ce ne sont pas des événements. Ce ne sont pas des événements, ce sont des anecdotes, de petites anecdotes. Première anecdote, la main de ma sœur. Deuxième anecdote, une culotte. Troisième anecdote, un zouave. Seulement, si vous prenez la première, que vous la glissiez dans la deuxième, qui appartient au troisième,
Vous obtenez un événement sur lequel on n'a pas fini de jaser, hein? À tous les bohémiens de ma rue, qui ne sont pas musiciens, ni comédiens, ni clowns, ni danseurs, ni chanteurs, ni voyageurs, ni rien, qui vont bravement chaque matin dans leur petit manteau, sous leur petit chapeau, gagner en employé le pain quotidien, qui sourient aux voisins sans en avoir envie, qui ont pris le parti d'espérer, sans jamais voir de l'or dans l'eau ou dans leur poche, les braves bohémiens, sans roulotte ni chien, silencieux fonctionnaires, aux yeux fatigués. J'apporte les hommages émus, les espoirs des villes inconnues, l'entrée au paradis perdu par des continents jamais vus. Ce sont eux qui sont les plus forts, qui emportent tout dans la mort. Devant ces bohémiens de ma rue, qui n'ont plus que la nuit pour partir sur les navires bleus de leur jeunesse enfouie, glorieuse, oubliée, talents abandonnés comme des sacs tombés au bord des grands chemins. Qui se lèvent le matin, cruellement heureux d'avoir à traverser des journées ensoleillées, usées, où rien n'arrivera, que d'autres embarras, que d'autres déceptions, tout le long des saisons. J'ai le chapeau bas à la main, devant mes frères bohémiens. Moi, j'aime le music-hall, ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis, quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au 3e rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir, du muguet qui ne meurt pas, cousine.